Sommes-nous déjà allés sur la Lune? Alors que le programme Artemis peine à démarrer, une vague de doutes déferle sur les réseaux sociaux. Sceptiques, complotistes, ils sont nombreux, convaincus que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Pour en parler avec nous, nous avons un spécialiste du sujet à distance, Pascal Wagner, psychologue social, maître de conférence à l'université de Fribourg. Bienvenue sur Smart Space. Et puis à mes côtés, nous avons Philippe Anareyos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, auteur de plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle « Ils ont marché sur la Lune ». Donc ça va nous intéresser de vérifier tout ça. Alors si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu un événement en particulier qui a déchaîné les foules la semaine dernière, l'interview de Thomas Pesquet en direct de Cap Canaveral sur France 2. Interrogé sur le programme Artemis, l'astronaute évoque sa fascination pour le voyage vers la Lune, son ébahissement aussi pour la difficulté que ça représente de rejoindre notre satellite naturel. Et cette séquence a été détournée par les internautes. Résultat, la toile s'est enflammée, les complotistes ont refait surface, persuadés que c'était là la révélation qu'en fait les hommes n'étaient jamais allés sur la Lune. Thomas Pesquet lui-même a fini par remettre les pendules à l'heure dans un tweet sans équivoque, une série même de tweets sans équivoque, où il dit « Oui, nous sommes allés sur la Lune », obligé de rappeler le travail des milliers de personnes qui ont concouru au programme Apollo. Alors pourquoi aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine démocratisation de l'espace, qu'on parle aussi de vulgarisation scientifique, il y a encore des sceptiques? Et je me tourne vers vous, Pascal Wagner. Alors oui, écoutez, il y a beaucoup de croyances de toutes sortes et il y en a toujours eu dans l'humanité. Ce qui se passe peut-être avec Internet, c'est qu'on les voit apparaître et on voit qu'elles sont encore très présentes. Mais je dirais que ces croyances n'avaient en fait jamais disparu. C'est juste qu'avec Internet, elles prennent vraiment une place énorme dans notre écosystème. Est-ce qu'on peut différencier les personnes qui doutent des complotistes ? Alors oui, parce que le complotisme, c'est une forme de doute excessif, c'est-à-dire qu'on est dans un doute paranoïaque où tout est mensonge et justement chaque petit détail comme quelques mots de Thomas Pesquet vont être pris comme des preuves de l'existence d'un complot, donc des détails sur les photographies, etc. Donc là on a bien un doute excessif et paranoïaque qu'on peut distinguer du doute scientifique. Le doute scientifique, c'est qu'on doute de nos croyances, mais une fois qu'on a des données suffisamment bonnes, on va adopter certaines croyances. Donc on n'est pas dans un doute tout le temps absolu et constant. Est-ce que vous avez l'impression, Philippe, que le secteur spatial est plus touché que les autres? Est-ce que vous en êtes témoin? Je ne crois pas que le secteur spatial soit plus touché que les autres. Peut-être ça se voit davantage parce que ce sont des sujets assez populaires qui sont populaires depuis des décennies, depuis en gros le programme Apollo. Mais je ne crois pas que le programme spatial soit plus touché que d'autres domaines. Vous êtes d'accord avec ça, Pascal ? Oui, effectivement, hein, c'est que chaque événement frappant socialement, donc des avancées spatiales, l'incendie de Notre-Dame, des attentats terroristes, vont donner lieu à des théories du complot. Donc c'est quelque chose d'assez classique. Dès qu'un événement est très frappant et très étonnant, on a une tendance dans notre raisonnement quotidien à se dire qu'une cause importante ou qu'un événement très important a forcément une cause importante. Et on s'imagine qu'un incendie de Notre-Dame ne peut pas être dû au hasard ou à la malchance. Donc c'est un petit peu le principe. Et quand les êtres humains sont allés sur la Lune, c'est tellement étonnant qu'on va penser que c'est faux. En fait. Est-ce que vous pensez que ça a démarré d'ailleurs au programme Apollo, ce phénomène de se tourner vers le complotisme, vers le secteur spatial, parce qu'il y avait déjà peut-être d'autres raisons avant, mais c'était aussi une révolution technologique d'aller sur la Lune? Alors, je n'ai pas tout l'historique, mais il est quand même possible que le programme Apollo, comme il réalisait un pas énorme dans les progrès spatiaux, puisqu'il s'agissait de passer de l'orbite terrestre, qui en gros est à 300 km au-dessus de nos têtes, à marcher sur la Lune, qui se trouve à en gros 400 000 km de la Terre. C'était un pas énorme, et donc c'était un exploit qui pouvait paraître à l'époque relativement invraisemblable, on va dire, pour des personnes qui avaient connu les charrettes, puis l'automobile, puis les premiers avions, et qui voyaient
au cours de leur vie, ce qui est assez court, un progrès invraisemblable. Donc là, il y a eu à un moment donné, je pense, une vague de doute, encore une vague. Ça reste très limité, à mon avis, dans la population en termes de proportion. Ça a été relativement visible à l'époque, après le programme Apollo, parce qu'il y a eu des livres qui sont sortis, des choses comme ça, mais on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, il faut se replacer c'était les médias quand même qui faisaient la diffusion de l'information et les livres essentiellement. Ça a commencé, mais ça avait une place très limitée. À mon avis, en termes de pourcentage de population, peut-être c'est pour 1000, pas pour 100, et en termes d'impact. Mais ça a commencé certainement là pour le spatial, parce que ce progrès, il y a des gens qui, de par leur vécu précédent, n'arrivaient pas à croire que c'était possible. Oui, c'est vrai que c'était pour le coup assez estomacant pour n'importe qui et d'autant plus pour les sceptiques. Pascal, est-ce que on arrive à comprendre aujourd'hui quelles sont les racines du complotisme? Est-ce que ce sont des causes sociales? Est-ce que ce sont des causes culturelles? Est-ce que ce sont des causes psychologiques? Alors, un peu de tout, justement, c'est ça qui est intéressant avec le complotisme, c'est un phénomène, il y a à la fois ces causes psychologiques comme ce qu'on appelle des biais cognitifs, ces façons de penser fausses mais naturelles qu'on a quotidiennement, comme le fait de penser qu'un événement important a forcément une cause importante ou qu'un événement exceptionnel n'est pas possible. Ça, c'est des causes psychologiques, mais il y a évidemment des causes sociales et politiques. Donc après, c'est vrai que c'est intéressant que l'exploit de Gagarine, par exemple, n'ait pas donné lieu à des théories du complot. Donc c'est aussi les États-Unis, la CIA, avec Kennedy, l'affaire Kennedy. Donc le complotisme se nourrit aussi de complotisme. Et donc il y a aussi cet aspect-là qui est très lié aux États-Unis. Aussi le fait des coïncidences. Une année avant, je crois, c'était Stanley Kubrick qui tournait 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc on a fait un lien entre Kubrick qui aurait filmé les images, etc. Donc on voit que voilà, les causes sont multiples. Et il y a bien sûr Internet qui a passablement popularisé ces théories du complot depuis, moi je les étudie depuis une quinzaine d'années, mais il y a 15 ans, en fait, c'était un phénomène très marginal. Donc c'est vraiment Internet qui donne lieu à ce partage. Comme on l'a dit, les théories du complot sur la mission Apollo, c'était quelques livres qu'il fallait aller chercher. Maintenant, tout est disponible sur Internet. Et pourtant, déjà à l'époque, il y a une histoire qui concerne le dernier vol des missions Apollo, la dernière mission Apollo, où il avait fallu démontrer, avec un invité assez spécial, vous allez peut-être nous en dire deux mots, pour prouver que oui, il y avait un lancement vers la Lune. Oui, en fait, c'était juste pour montrer... cette anecdote montre qu'il y a des gens qui de bonne foi doutaient, ce qui n'a rien à voir avec le complotisme assumé, on va dire. C'est lors de la dernière mission Apollo, en décembre 1972, il y avait un chef d'une tribu indienne aux États-Unis qui doutait que les hommes allaient sur la Lune parce que ça lui paraissait totalement invraisemblable. Il a été invité au lancement d'Apollo 17, donc il a vu la fusée démarrer et les responsables qui étaient là de la NASA lui ont dit alors... Vous voyez bien que la fusée est partie et que l'homme marche sur la Lune. Il a répondu, moi, tout ce que j'ai vu, c'est une fusée qui décolle. Donc, voilà, ça, je pense qu'il y a effectivement aussi dans la manière dont se véhiculent ces théories, il y a des gens qui y croient de bonne foi. Et je pense qu'en tant que journaliste ou auteur ou scientifique, il faut continuer à s'adresser à ces gens-là parce que quelqu'un qui croit quelque chose de faux, de bonne foi, par le biais cognitif par exemple, comme cela a été dit précédemment, eh bien on peut argumenter et on peut faire entendre raison. Pour les complotistes qui ont une intention derrière, c'est autre chose. On ne peut pas convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. Mais en tout cas, voilà, il y a un travail, à mon avis, à faire au niveau des médias, à direction de personnes qui peuvent être, on va dire, influencées et en toute bonne foi commencer à croire des choses qui ne sont pas vraies. C'est vrai qu'on peut parler de cette responsabilité. Qui est responsable de cette population qui ne croit pas, qui a l'impression d'être en face d'un secteur opaque? Est-ce que le secteur spatial a une responsabilité, par exemple, dans cette vague de complotisme qui s'accélère aujourd'hui, notamment grâce aux réseaux sociaux? Est-ce que le corps scientifique en est responsable? Est-ce que l'éducation scientifique a joué un rôle là-dedans, Pascal ?
Alors, je dirais que effectivement, c'est pas une si petite minorité, hein. Par exemple, sur la mission Apollo, on a des chiffres en France, des sondages de l'IFOP, et c'est quand même entre 10 et 17% des gens qui disent qui pensent, hein. Alors bon, dans un sondage, on peut dire j'y crois, ça ne nous engage à rien, mais qui pensent que la mission Apollo, enfin, que les êtres humains n'ont pas posé le pied sur la Lune. Donc ça, c'est quand même une minorité, mais quand même assez significative. Donc je dirais la responsabilité, non, c'est un peu, disons que je pense que le monde découvre avec les réseaux sociaux ces biais cognitifs, ces façons de penser fausses, et les scientifiques n'avaient pas jusqu'alors à s'en préoccuper, puisque eux travaillaient à leur recherche. Et maintenant, on voit que comme l'information est complètement, peut venir d'ailleurs et peut être alternative, il est important que les scientifiques viennent sur Internet expliquer leurs recherches, leurs connaissances. Et effectivement, c'est dans le domaine de l'éducation, il y a de plus en plus des cours de ce qu'on appelle l'éducation à l'esprit critique, où c'est un peu, on rappelle la méthode scientifique, mais aussi comment ça fonctionne, les publications scientifiques, parce qu'on voit qu'il y a aussi des scientifiques qui peuvent avoir des points de vue minoritaires et complotistes ou populistes. Donc, en apprenant comment fonctionnent les sciences en général, voilà, c'est ce qu'on peut gagner dans cette crise de la désinformation, si on veut. En tant que média aussi, il y a un rôle à jouer, donc, hein, vous le disiez. Ah, c'est clair. Moi, je n'aurais pas une réponse monolithique parce que, honnêtement, à chaque fois qu'il y a une affaire ou une actualité, comme c'est le cas avec Thomas Pesquet récemment, nous, médias, nous nous posons la question, est-ce qu'on doit en parler et le relayer avec le risque de populariser le complotisme, qui est minoritaire, on vient de le dire, même s'il y a certaines proportions. 17%, voilà, ça paraît quand même énorme. Mais bon, ça veut dire que il y a plus de 80% des gens qui ne sont pas dans cette pensée-là. Donc il y a ce risque-là. Et en même temps, il y a l'envie de démontrer comment on pense, de populariser les sciences, parce qu'effectivement, la démarche scientifique n'est pas forcément intuitive, elle est parfois même contre-intuitive. Il faut l'expliquer, il faut la vulgariser, parce que ça n'a pas l'air forcément d'être du bon sens. Et c'est plus facile de croire un bon sens évident qu'à une démarche scientifique, notamment si vous commencez à intégrer dedans des histoires de statistiques, enfin, tout un tas d'équations aussi, enfin, c'est très sombre, quand on n'est pas... de raisonnements, en tout cas, qui sont justes, qui sont exacts pour essayer de comprendre le monde qui nous entoure, c'est ça la science, mais qui ne sont pas évidents à comprendre comme ça au premier abord. Donc il y a un gros travail de vulgarisation. Nous l'avons fait récemment, il y a quelques mois. Ciel Espace a publié un hors-série qui s'appelle Fake News dans le ciel, qui justement reprend toutes ces histoires d'Apollo et qui en fait un peu l'historique. Donc de temps en temps, on y vient comme ça en traitement de fond, par exemple par ce hors-série-là. D'autres fois, il y a des sujets comme ça qui éclosent dans l'actualité, et à nous de nous poser la question, est-ce qu'on le traite et comment on le traite. Et ça, je peux vous dire que ça nous est arrivé au cours des décennies qui sont passées plusieurs fois, et qu'il nous est arrivé d'apporter des réponses différentes à chaque fois. Donc ça prouve que c'est un sujet pas encore évident délicat aujourd'hui d'appréhender. Est-ce que ça aurait des conséquences sur le secteur spatial? Parce qu'aujourd'hui, on parle de remobiliser toute l'Europe pour aller chercher le vol habité, par exemple. Est-ce que ce phénomène-là peut avoir des conséquences néfastes pour le secteur spatial? Je n'ai pas l'impression. Encore une fois, la minorité, je pense, risque d'être balayée par l'attrait et par le rêve que peut procurer de désigner une destination. Alors ça va être de nouveau la Lune, parce que forcément c'est compliqué d'aller plus loin, mais vous savez qu'il y a le programme américain Artemis dans lequel l'Europe est engagée. L'Europe spatiale est en train de se poser des questions à savoir s'il faut s'engager plus pour, par exemple, fabriquer son propre vaisseau pour accéder de manière indépendante à l'espace et au-delà, c'est-à-dire vers la Lune. Donc moi j'ai l'impression que cet enthousiasme-là, comme il va envahir les médias aussi, parce que les réseaux sociaux, ça joue pour tout le monde. Oui, c'est vrai. Ça risque de l'emporter. Ça risque même de l'emporter. Pascal, est-ce qu'il existe une preuve irréfutable quand on s'adresse à quelqu'un qui est complotiste? Alors non, c'est justement ça qui est intéressant avec le complotisme, c'est quand il est extrême, ça devient totalement irréfutable. Donc c'est comme si on veut une religion, une secte religieuse, si vous apportez des preuves que des dinosaures ont existé,
contre les écrits comme la Bible, le croyant extrême va vous dire mais ces ossements ont été inventés par Satan pour nous faire croire autre chose. Donc en fait, ça devient totalement irréfutable et le complot c'est pareil. Si vous donnez des preuves et si vous essayez de nier, de montrer que la théorie du complot est fausse, on va dire ah mais c'est parce qu'on est en train de toucher quelque chose de vrai que les autorités communiquent. Donc quelqu'un qui est extrême, en fait on ne peut plus le faire changer d'avis. C'est à lui ou elle de tout à coup, il y a des déconversions dans les pensées extrêmes qui arrivent, mais c'est assez rare. Par contre, c'est vrai que quand on s'adresse aux gens qui sont un peu sceptiques, mais qui peuvent entendre les arguments, là, c'est très bien d'argumenter et on peut les ramener à la raison. Ouais. Et puis, on peut anticiper aussi. Par exemple, avec le programme Artemis, il faut peut-être anticiper cette vulgarisation scientifique, cette transparence, cette communication pour éviter de créer une nouvelle génération Apollo, si j'ose dire. Ah ben oui, parce que là, c'est clairement, à mon avis, le rôle des médias et des journalistes. D'ailleurs, je reviens de Floride, où je suis allé voir le lancement qui n'a pas eu lieu. Mais justement, ce lancement qui n'a pas eu lieu montre que c'est pas facile. C'est quelque chose de compliqué, même 50 ans après, de retourner sur la Lune, qu'il y a des problèmes techniques, que comme il y a des problèmes techniques, nous, journalistes, on est obligés de s'intéresser à ce qui se passe, à mettre le nez dans le cambouis en quelque sorte pour comprendre et pour l'expliquer aux gens. Et c'est pas magique en fait finalement. Quand on fait ça, on montre que c'est pas magique, que c'est de la mécanique, que c'est de la physique, que ce sont des choses complexes, que de lancer une fusée. Et donc je pense que ça le démystifie aussi. Ça enlève tout le brouillard nébuleux qu'il pourrait y avoir autour de cette magie qui consiste à aller sur la Lune. Qui est quand même un exploit technologique assez ahurissant, il faut le rappeler. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui sur ce sujet crucial, puisqu'il concerne quand même un bon nombre de personnes. Vous l'avez dit, 10 à 17% des personnes sont concernées par ce complotisme, persuadées qu'on ne serait peut-être pas allé sur la Lune. C'était bien d'en parler aujourd'hui alors que l'Europe veut repartir sur la Lune avec les États-Unis. Merci Philippe Ana-Reyes, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, je le rappelle. Merci à vous Pascal Wagner, psychologue social, maître de conférence à l'Université de Fribourg. Et merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission Smart Space. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.